Merci de faire confiance à votre chaîne Congo Buzz Télévision. C'est parti pour la grande tribune de ce mercredi 13 décembre 2023. Plus qu'une semaine nous sépare de la date que tout le monde attend, le 20. C'est le jour où les Congolais doivent normalement voter. Est-ce que ce jour sera bel et bien... Est-ce que les élections seront bel et bien effectives le jour du 20 décembre? On le saura dans une semaine. Bienvenue à toutes et à tous. Et donc aujourd'hui nous parlons d'un sujet principalement, la plainte de certains candidats à la présidence contre le président de la CENI et le président et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Peter Kazadi. Ils ont introduit leur plainte devant le parquet général près la cour de cassation. Il s'agit notamment de Martin Fayulu, Théodore Ngoy, Denis Mukwege, Fleury-Vert, Anzuluni, Jean-Claude Bayende et Kema Lilo, qui ont donc traduit en justice le vice-premier ministre, je l'ai dit, de l'Intérieur, Peter Kazadi, lui reprochant d'avoir violé la Constitution qui exige à ce que chaque candidat puisse avoir au moins un effectif de 25 policiers pour la sécurité pendant la période, pendant que d'autres bénéficient déjà de la protection de 25 policiers. La plainte a été donc déposée au parquet général. À propos de la CENI, ces candidats dénoncent une irrégularité volontaire relative à la crédibilité du fichier électoral, à la publication des listes des électeurs, à la publication de la cartographie, à la délivrance des duplicata des cartes d'électeurs, à la privation du droit de vote à une partie de l'électorat vivant dans les territoires occupés. Voilà, deux invités avec moi sur ce plateau. Je vais commencer par Maître Oscar Moubiaï, notre consultant maison. Maître, bienvenue dans Grande Tribune de ce mercredi. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Maître Victor Ebenia Molongi, vous êtes coordonnateur de l'ASBL Droit Plus et vous êtes également membre du collectif des avocats de ces candidats qui ont donc saisi la justice. Bienvenue également à vous. Oui, merci beaucoup, cher journaliste Dan. Merci pour l'invitation. Alors, on va rapidement on va d'abord présenter quelques sujets d'actualité avant que vous accordez la parole. Incident à Mwanda au Congo central où M. Katumbi battait campagne hier mardi 12 décembre, d'après le porte-parole du parti, M. Diakessé. Ceci est une grossière erreur d'un pouvoir aux abois qui a échoué et qui sera chassé par les urnes le 20 décembre 2023, alors que Moïse Katumbi s'adressait à la foule. Des jets de pierre sont suivis au milieu de la foule et la police a commencé à tirer pour disperser cette foule. Selon un média de la place, plusieurs blessés graves, dont l'un des gardes rapprochés de M. Katumbi touché à la tête pour le gouvernement du Congo central. On parle d'une altercation entre les membres d'un parti politique qui était en caravane et les services de sécurité du candidat numéro 3. Entre-temps, Moïse Katumbi et Délice Sanga sont donc attendus ce mercredi 13 décembre 2023 à Kananga. Donc Kananga devra accueillir aujourd'hui, mercredi 13 décembre, le candidat numéro 3 et le candidat numéro 20. Ils vont donc devoir être devant la population de Kananga. Ce même jour, on apprendrait à la dernière minute que le candidat numéro 3 aurait reporté sa visite à Kananga. L'information reste à confirmer. Mais du côté des autorités, on rassure que toutes les mesures ont été prises pour la protection des deux candidats. Lors de leur visite à Kananga, le gouverneur John Kabeya a indiqué que le meeting du candidat numéro 3 a été délocalisé parce qu'il était proche de celui du candidat numéro 20, pendant que Délice Sanga parle de provocation. Celui-ci dit que le candidat numéro 20 avait prévu de se rendre à Kananga plutôt le jeudi que le 20. Et donc, pour lui, il s'agit bel et bien d'une provocation. Le candidat Félix Tshisekedi était à Mbujima au cours de sa première étape qu'il a conduit donc dans le Kasaï. Martin Fayulu, pour sa part, a sollicité le stade des Martyrs pour un meeting le week-end prochain. En provenant donc de la campagne électorale, le ministre des Sports lui a réservé une fin de non-recevoir pour cause. Les travaux d'inspection du stade sont en cours
à la suite de la visite du Conseil de l'Union africaine qui devront s'effectuer du 12 au 19 décembre 2023. Voilà, le décor est planté pour les quelques sujets d'actualité. On va revenir à notre sujet, la plainte de certains candidats à la présidentielle contre Denis Kadima, président de la CENI, et le VPM, Peter Kazadi et Kankonde. On va donc donner la parole aux membres du collectif de ces avocats qui vont nous expliquer les raisons de cette initiative et nous présenter les arguments juridiques qui sous-tendent à cette démarche. Oui, merci beaucoup, chers journalistes, pour la parole. Vous savez, la loi électorale, l'actuelle loi électorale, lorsqu'on avait présenté la proposition de cette loi électorale, il y avait un certain nombre de sanctions qui étaient prévues contre le président de la CENI. Lorsque cette proposition a été présentée par le groupe des 13, notamment l'honorable Delis Sanga, qui est également candidat, on avait prévu des sanctions contre le président de la CENI. C'était justement pour éviter les failles que nous sommes en train d'observer aujourd'hui. Okay. Mais malheureusement, arrivés à l'Assemblée nationale et au Sénat, ils ont élagué toutes les sanctions-là. Et il y avait aussi même des propositions allant dans le sens qu'un candidat ne puisse pas se présenter à tous les niveaux, soit des élections. Mais comme ils savaient que non, bon, eux-mêmes ils seront intéressés, ils ont élagué cela. Et lorsqu'ils ont élagué toutes ces propositions, parce qu'on disait par exemple, si le président de la CENI n'organise pas les élections dans les délais, soit s'il n'affiche pas la liste des électeurs, il y a telle sanction. Tout a été prévu. Donc c'était justement pour protéger le membre de la CENI, notamment son président. Mais comme on dit, les droits aussi logent dans les nuances. On a fini par trouver des dispositions légales, des dispositions pénales qui sanctionnent les comportements du président de la CENI. C'est comme ça, le candidat président de la République et quelques candidats présidents de la République, vu les failles, notamment dans l'organisation des élections, ils ont décidé de saisir le parquet général près la Cour de cassation. Parce que c'est ce parquet qui est compétent pour lancer une action publique contre le président de la CENI. Donc, qu'est-ce qui a été décidé là-bas? Il y a eu d'abord, lors de la réunion avec le président de la CENI, il y a eu le président de la République sortant, qui va bientôt aussi sortir, le président Tshisekedi, qui disait, il y a sa représentante qui est allée au niveau de la CENI pour se faire délivrer les duplicata et on lui a demandé de l'argent. Ça, c'est le président de la République, le président sortant, qui le dit dans la réunion avec les autres candidats présidents de la République. Et pensant que c'était une dénonciation publique qui devrait interpeller le procureur général parce que il a dit et le procureur général devrait immédiatement ouvrir même un dossier d'information judiciaire pour savoir de quoi il s'agit. Mais qu'est-ce qu'on a vu au niveau du parquet général? Silence radio. C'est comme ça, nous nous sommes dit, le candidat président de la République ont dit non, ils vont formuler en bonne et due forme une plainte pour savoir de quoi il s'agit. Parce qu'il n'y a pas simplement le président de la République sortant qui le dit. Il y a beaucoup de gens, il y a des électeurs qui disent que non, lorsque vous allez à la CENI pour vous faire délivrer par exemple le duplicata, on demande de l'argent, on dit non, donnez 10 000, donnez 5 000, pourtant la loi n'a pas prévu cela. Donc là, du fait que ce sont les agents publics qui demandent cela, c'est déjà assimilé à la concussion. D'où il y a eu la plainte qui a été déposée. Il y a eu aussi l'infraction d'abstention coupable des fonctionnaires.
Parce que cela est prévu par la loi. Il y a l'article 150G, point G, du Code pénal congolais qui prévoit cela. Hein? Je vous lis cette disposition-là. La loi dit ceci. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions visant des infractions plus sévèrement punies, tout fonctionnaire public, officier public, toute personne chargée d'un service public qui s'abstiendra volontairement de faire dans les délais impartis par la loi ou par les règlements un acte de sa fonction ou de son emploi qui lui a été demandé régulièrement sera puni d'une servitude pénale de 6 mois et d'une amende de 1 à 10 aïeux ou d'une de ces peines seulement. Il en est de même lorsqu'il s'abstient volontairement de faire un acte de sa fonction ou de son emploi pour lequel aucun délai n'a été préétabli ou qui lui a été demandé régulièrement si ce retard est manifestement exagéré. Pour cette infraction, les candidats présidents de la République, lorsqu'ils se sont rencontrés, ils ont constaté que dans les chefs du président de la CENI, il y a eu effectivement abstention coupable dans les chefs du président de la CENI. Pourquoi? Nous partons d'abord de la publication des listes provisoires. Parce que la loi électorale, en son article 6, dispose que, après l'enrôlement, la CENI se devait de publier la liste provisoire des électeurs. Pourquoi est-ce que la loi a prévu cela? C'est pour permettre à chaque électeur de faire des réclamations. C'est-à-dire, si vous constatez que votre nom, par exemple, est mal écrit, vous faites la réclamation auprès de la CENI pour rectifier cela. Et si la CENI ne s'exécute pas, il y a possibilité pour les lecteurs qui se sont lésés de saisir le juge administratif. Ça, c'est la loi sur l'identification des électeurs. Mais dans les chefs du président de la CENI, par exemple, là où moi, personnellement, je me suis enrôlé, il n'y a pas eu cet affichage des listes provisoires. On n'a pas compris pourquoi. Parce que, après mon enrôlement, je suis rentré dans le même bureau pour voir, comme cela se faisait en 2011 et même en 2006, c'est-à-dire après l'enrôlement, vous rentrez dans le bureau et vous allez voir que non, on a affiché vos noms également avec des photos. Mais cela n'a pas été fait. D'où il y a abstention coupable pour non-publication des listes provisoires. Il y a aussi la non-publication des listes définitives des électeurs. Pourquoi est-ce qu'on le dit? Il y a l'article 8 de la loi électorale qui dispose que 30 jours avant la campagne, la CENI se devait de publier la liste définitive des électeurs. La publication, c'est quoi? C'est-à-dire, vous entrez dans le site de la CENI, vous allez vérifier par exemple la liste définitive. Là, on n'est plus dans l'étape de la liste provisoire. Ici, c'est la liste définitive. C'est ce que prévoit l'article 8 de la loi. La CENI ne l'a pas fait. Ce n'est qu'après pression, on a dit, oh non, allez auprès des préposés de la CENI, allez vérifier, ils ont des listes définitives là-bas. Mais la loi ne parle pas d'en les vérifier auprès des préposés de la CENI. La loi parle d'affichage ou publication. Ça devrait se faire soit sur le site de la CENI, ou soit là où il y a les bureaux de vote, vous publiez, vous mettez des listes définitives et chaque électeur devrait passer pour voir. Il y a aussi la non-publication de la cartographie des bureaux de vote. Dernièrement, lorsqu'on est allé auprès de la CENI demander la cartographie, parce que la cartographie là, conformément à l'article 47 bis de la loi électorale, on a dit 30 jours
avant la campagne électorale, on devrait déjà avoir la cartographie, c'est-à-dire, ici par exemple dans la commune de la Gombe, on dit non, on a autant de bureaux de vote, il y a un bureau qui se rend dans telle école, l'autre dans tel site, etc. La CENI devrait publier cela. Mais ce que la CENI présente là-bas, ce qui n'a pas été aussi fait dans les délais de la loi, c'était je crois 15 jours avant la campagne, on dit non, on nous présente une carte là, non téléchargeable, pour dire non, c'est ça la cartographie. Alors les candidats présidents de la République ont dit non, on ne peut quand même pas aller avec toutes ces failles. Donc il y en a beaucoup. La non-publication de la liste définitive des candidats, certes, il y a eu la publication, mais la loi dit, la liste est là, c'est l'article 110 hein, de la loi électorale. Elle est un peu vite. On dit, on devrait notifier aux candidats. Mais jusqu'à aujourd'hui, moi personnellement, je suis également mandataire des candidats présidents de la République, Jean-Claude Bayende. Jusque-là, nous ne sommes même pas notifiés de cette liste définitive. Donc là, c'est aussi une faille. Ça, c'est la Cour. C'est aussi une faille au niveau de la CENI. Non, là, ici, on dit la liste définitive. C'est la CENI qui trace la liste définitive. Et lorsque la CENI trace ça, cette liste doit être publiée au journal officiel. Et à l'heure où je vous parle, ce n'est pas toujours publié au journal officiel. Et cette liste aussi n'a pas été notifiée au candidat président de la République. Et également au gouvernement des pays étrangers. Hein, parce que là, on dit il faut aussi notifier aux ambassadeurs. Pourquoi est-ce qu'on le dit? Parce que nos candidats doivent aussi aller battre campagne à l'étranger. Et quand ils doivent aller battre campagne à l'étranger, ils doivent solliciter les visas. Et normalement, on devrait préparer aussi les passeports diplomatiques pour eux, hein, pour aller battre campagne auprès des Congolais de la diaspora. Donc là, c'est comme ça, on a dit, on dépose carrément la plainte parce qu'on ne peut quand même pas aller aux élections dans ces conditions, d'où la plainte a été déposée. Et surtout, il y a aussi le problème de non-lisibilité des cartes d'électeurs. Aujourd'hui, on a au moins 80% des Congolais dont les cartes d'électeurs ne sont plus lisibles. Attention, 80%, c'est... Non, c'est un constat que nous avons fait. Surtout nous, hein, dans les quartiers, des fois, on fait des sondages et vous pouvez réunir 200 personnes, vous leur demandez, est-ce que vous avez des cartes d'électeurs entre vos mains? Le Congo est grand. C'est ça. Moi, je vous dis, pas dire 80%, on a au moins 80% d'électeurs qui n'ont plus de cartes d'électeurs. Même nous qui sommes ici, si je vous demande de prendre peut-être vos cartes d'électeurs, vous allez constater que nous avons presque tous des cartes d'électeurs qui ne sont plus lisibles. Est-ce qu'on peut aller aux élections de ces conditions? N'est-ce pas là aussi une atteinte aux droits garantis aux particuliers? Parce que chez nous, l'élection, c'est un droit. Un droit. Hein? Même si sous d'autres sièges, le fait d'aller aux élections, c'est une obligation, comme en Belgique, c'est-à-dire on vous oblige d'aller aux élections. Merci beaucoup. Il y a cette plainte-là. Merci Maître Victor Ebenya. Vous êtes donc membre du collectif des avocats des candidats à la présidence qui ont donc saisi la justice. Maître Moubiaï, vous avez suivi votre interface. Alors, comment vous réagissez par rapport à ça? Écoutez, je suis heureux d'être en face d'un avocat, bien qu'après son propos, je multiplie beaucoup de doutes pas sur sa qualité lui-même, mais sur la qualité de ceux-là qu'il a cités, pour savoir s'ils sont réellement juristes, parce qu'il ne suffit pas seulement de s'appeler avocat ou professeur pour finalement être juriste. Je vous ai déjà indiqué que pour être juriste, on peut l'être, mais il faut être les bons. Donc, je vous démontrerai que s'il y avait des juristes dans leur camp, on n'aurait pas perdu le temps du parquet avec des plaintes qui ne reposent sur aucun fondement juridique. Ça sera le deuxième point de mon propos en réaction. Mais avant celui-là, il faudra que je réagisse très rapidement sur l'information que vous venez de donner
pour dire que M. Katumbi aurait été attaqué. Sur ce point d'éventuelle attaque de M. Katumbi, si cela est arrivé, moi, État de droit en marche, nous ne pouvons que condamner cela sévèrement pour inviter notre population à s'abstenir des actes que l'on qualifierait de barbarie. Oui. Parce que la démocratie doit triompher. En revanche, nous devons aussi inviter aux candidats de s'abstenir de la manipulation parce que ces candidats sont souvent professionnels en victimisation pour s'attirer, je crois, un quelconque intérêt. C'est le cas que vous allez voir, il y a des Fayoulou, il va vous dire, bon, en 2018, j'ai été consulté, je l'ai eu lui-même au téléphone, je ne sais pas s'il s'en souviendra, quand il était sur Paris, il souhaitait une plainte parce qu'il aurait été atteint d'une balle sur le visage, c'est qu'il le démontre souvent. Mais après, il ne m'avait jamais apporté moindre preuve de ces allégations. Vous avez ces Sanga dont vous avez vu, on dit qu'on a jeté des pierres sur lui, et aujourd'hui c'est Katumbi. Bon, maintenant, ce qui est condamnable dans leur attitude de victimisation, c'est tout de suite indiquer que c'est le pouvoir en place qui serait auteur, du moins intellectuel ou moral, pour avoir instrumentalisé les gens d'aller gaillasser ou attaquer leur cortège. Nous assistons en Europe, on jette les œufs de tomates, on gifle même le président de la République, lui-même, Macron, de Sarkozy. On ne dit pas qu'il y a des gens qui ont instrumentalisé. Donc c'est aussi parfois une expression peut-être certes malheureuse de la population qu'il faut condamner, mais qu'il faut qu'on arrête tout de suite et directement pour dire que ça serait l'œuvre du pouvoir en place. Ça, ce sont des accusations très faciles. Deuxièmement, ça m'étonne que M. Katumbi puisse être aujourd'hui en train de se plaindre. C'est pour ça qu'on dit que l'histoire rattrape toujours les gens qui ne se comportent pas conformément à la nature. Parce que M. Katumbi, c'est quelqu'un qui ne se comporte pas conformément à la nature, ça veut dire conformément aux règles. Et quand on trahit l'histoire, et l'histoire te rattrape toujours. Alors, vous vous souviendrez que M. Katumbi, alors gouverneur de province du Katanga, avait refusé l'atterrissage de l'avion de M. Étienne Tshisekedi Le Feu, notre père de la démocratie, d'atterrir au Katanga. Donc, lui qui dit « va, on te renvoie », nous le renvoyons à cela, et il ressent dans sa chair aujourd'hui ce que cela peut faire par rapport à la démocratie. Donc, ils n'ont pas de leçons à donner aux gens de la démocratie, et surtout, ils doivent arrêter de se victimiser. Voilà pour ce monsieur Katumbi. Deuxièmement, il faut tout de suite arrêter, parce que je vois les journalistes le répéter, et lui-même Katumbi répétait qu'il a été en exil. M. Katumbi n'est jamais allé en exil. Je vous répète encore que je fais le droit des étrangers en Europe, où les gens viennent demander l'exil. Quand quelqu'un dit qu'il est en exil, ça voudrait dire que c'est quelqu'un qui a fui son pays à cause de violence. Il a fui. Or, Katumbi n'a jamais fui le Congo. Il était ami de Kabila. Et il est le seul prévenu dans l'histoire du Congo à avoir été autorisé, alors qu'il était poursuivi au parquet de Lubumbashi. L'affaire est encore pendante. Il a été autorisé d'aller aux soins. Il est passé par Afrique du Sud pour enfin atterrir en Europe, où on l'a vu en train de prendre des avions. Et donc, un monsieur qui est autorisé d'aller aux soins n'est pas allé en exil. Et enfin, deux choses, et j'en ai fini par monsieur Katumbi. Je suis en train de vous démontrer le profil de ce candidat ombrageux. Il n'a pas respecté les lois de la nature et il veut en donner des leçons aujourd'hui. Alors,
Donc vous avez noté qu'il n'a jamais été en exil. Et vous avez noté que je suis en train de vous dire qu'il aime la victimisation. Quand il est arrivé en Europe, il est passé sur TV5 avec Olivier Kamitatou. Et finalement, ils ont dit qu'ils étaient victimes d'un jugement par Madame Ramazani Chantal. Vous n'avez pas entendu les sujets du jour. Cher ami, est-ce que quand il a parlé, il a fait beaucoup de minutes que moi, vous ne l'avez pas interrompu. Et moi, je ferai moitié de minutes. Non, non. Vous me posez des questions, je suis en train d'y répondre méthodiquement. Allez-y. Vous avez commencé par donner une information pour dire que le cortège de Katumbi aurait été attaqué. Et je suis en train de vous montrer que si cette information était avérée, nous condamnons cela. Mais en même temps, nous disons, en tant que sentinelle du peuple, pour qu'il n'y ait pas de mensonges pendant la campagne, autant que nous condamnons cela et nous invitons notre peuple à s'habituer au jeu démocratique pour laisser chacun des candidats s'exprimer, nous attirons aussi l'attention pour que notre peuple ne tombe pas dans la manipulation, parce que les candidats Katumbi, avec ceux qui sont derrière lui, sont spécialistes de mensonges bien préparés dans des officines et dans les laboratoires. Ces mensonges-là, c'est ce que je suis en train de vous dire, que je vous disais que j'ai reçu Madame Chantal Ramazani, que Katumbi avait estimé qu'il avait rendu une décision sur contrainte par M. Kalev. Cette dame, elle est en France, je l'ai reçue comme avocat. Aujourd'hui, je vous apprends que le même Katumbi est allé au niveau de la Cour de cassation pour accuser cette pauvre dame en disant qu'elle a été corrompue pour obtenir l'annulation de sa condamnation à 3 ans par le tribunal de paix de Kamalondo. Vous voyez comment nous sommes face à des manipulateurs. Donc, je continue, puisque nous en arrivons maintenant à votre question, par rapport au groupe de ce que l'on a appelé ici plainte devant la Cour de cassation. Et il me revient qu'il y aurait aussi une requête devant la Cour constitutionnelle, toujours par ce même groupe de manipulateurs. Alors, maintenant, puisque nous y sommes, vous me posiez la question, mon confrère vous a largement ici expliqué des choses que je pense que notre opinion n'a pas retenu, tellement que c'était trop long et beaucoup académique. Quand nous venons parler à l'opinion, nous n'avons pas besoin de choses académiques, abstention coupable, faux usage de faux. Tout ça, je vais l'exprimer en un mot. Bon, je vais commencer par dire, au regard de la légèreté et de la faiblesse scientifique de leur plainte, vous savez, quand vous avez les avocats ont l'obligation de conseil. Ça voudrait dire qu'ils vont vous dissuader de ne pas initier une action qui n'a pas la chance de prospérer. C'est pour ça qu'on appelle avocat conseil. Malheureusement, ils n'ont pas joué ce rôle, les avocats qui se disent collectifs d'avocats. Malheureusement, vous me citez M. Sesanga, dont on a évoqué le projet qui n'avait pas été malheureusement suivi. Mon frère me fait le signe de dire qu'il n'a pas cité Sesanga. Vous avez parlé d'un projet qui n'a pas été finalement suivi par l'Assemblée, le projet de la loi électorale, qui aurait été initié par le groupe législatif à la tête de laquelle s'est trouvé M. Sesanga. Et M. Sesanga se prévaut de certaines lois ici au pays, notamment la loi sur le fonctionnement des juridictions administratives et certaines lois. Malheureusement, M. Sesanga ne connaît pas le droit congolais pour n'avoir pas étudié le droit au Congo. Et cela se prouve quand vous prenez des choses de France où il a étudié, qu'il transpose malheureusement ici au Congo de manière non adaptée. Alors à ce moment-là, il y a beaucoup de failles dans ces lois qu'il préconise. Et il y a aussi des failles maintenant dans ce que l'on évoque ici de la part de monsieur, quand je dis la loi qu'il préconise, parce que monsieur Sanga, c'est un jeune avocat, que ce soit en Europe ou au Congo. Alors un jeune avocat qui n'a pas pratiqué, qui commence à vous donner des lois,
qu'il imite de la France, ça pose problème. Oui. Si vous ne m'interrompez pas, ça serait mieux. Maintenant, les confrères semblent me montrer l'heure, alors que lui, il a pris beaucoup de minutes. Bon, j'étais en train de finir. Hein. Vous savez, il faut compter... 2 minutes. Hein, il faut compter ce qu'il a pris comme minutes. Il a pris 10, vous aussi vous êtes à 8. Et vous l'avez interrompu, je suis à 8, vous commencez. Et vous comptez ce que vous êtes quand vous allez en train de m'interrompre. Sauf que je suis quelqu'un qui ne peut pas être perturbé dans le débat, parce que je suis professionnel du débat, de par ma profession d'avocat. Donc je vous disais qu'il faut qu'on arrête de nous parler de M. Sesanga Senpa parce qu'il vient de l'Europe, d'où je viens et où j'exerce comme avocat, bien avant lui. Et au Congo, s'il est avocat, il est même moins saillant, je pense, que mon confrère en face. Donc vous ne pouvez pas prendre un jeune avocat qui commence à vous donner des lois qui ne sont pas adaptées. Voilà pourquoi j'ai dit, l'Assemblée nationale a bon droit à rejeter son fameux projet puisqu'on ne pouvait pas ériger des sanctions contre M. Kadima. Ce qui me conduit par rapport à maintenant un deuxième que vous avez cité, M. Théodore Ngoï, un ancien défenseur judiciaire, qui prétend qu'il est un monsieur honnête. Là, c'est par rapport à ce qu'il a dit devant les médias, qu'il nous faut des hommes honnêtes, ce qui est vrai, sauf que lui ne l'est pas. Doublement. C'est un monsieur que personnellement j'ai connu, il était défenseur judiciaire et locataire de mon client, monsieur Lusanga de 13 par matin, Lusanga Ngele, sur avenue des Écuries à Mise à Pigeon, où il a habité dans une maison de trucs pendant 10 ans sans payer les loyers. À l'époque, il était défenseur judiciaire. Et à l'époque, il était défenseur judiciaire. Aujourd'hui, avec peut-être l'argent de ce qu'on appelle Mabonza, hein, comment on appelle ça, les Mabonza, les offrandes, parce qu'il est devenu pasteur et il a peut-être eu à dire qu'il est devenu docteur. Maintenant, voilà, ce type-là, c'est celui qu'on entend. On dit qu'il parle droit et je regrette qu'un confrère d'un barreau aussi prestigieux que Matete puisse suivre les charlatans qui ne sont pas juristes. Alors, maintenant, examinons les biens fondés en un mot de la plainte. La plainte là n'a aucune chance de prospérer parce que visait monsieur, comment on appelle, Kadima. Or, monsieur Kadima, d'abord, quand il prend des décisions, ce ne sont pas des décisions individuelles. La CENI, des décisions qui sont prises par la CENI, ce sont des décisions collégiales. Et en droit, on dit, s'ils ont été juristes, ils savent que la participation criminelle est individuelle. Donc, c'est le principe de responsabilité individuelle. On n'est puni que de son propre fait. Mais à supposer que M. Kadima n'ait pas publié, comme ils disent tout ce qu'il raconte là, et cela repose sur la responsabilité individuelle de M. Kadima. La réponse est non, parce que M. Kadima ne peut pas répondre à lui tout seul, comme individu, sur une décision collégiale qui est celle de la CEDI. Et enfin, la prétendue requête éventuelle devant la Cour constitutionnelle. Vous m'aviez posé la question la fois dernière. Est-ce que cette requête peut prospérer? La réponse est non. Pourquoi? Parce que, je vous ai dit, le contentieux électoral, c'est pendant les cycles. Mais à supposer qu'il y a des irrégularités aujourd'hui du scrutin, il faut attendre que le scrutin ait lieu. Merci. Pour que, enfin, n'est-ce pas, lors du contentieux, on puisse demander l'annulation du scrutin parce que émaillé de irrégularités. Mais maintenant, quand ils disent, les confrères là, quand ils parlent de plainte contre Kadima, contre le ministre de l'Intérieur, ça repose sur quel fondement juridique? En dehors de ce qu'on est en train de vous dire là. Et l'abstention coupable, les feuilles en écriture et consorts. Mais tout ça, pour dire abstention coupable, merci, il faut avoir été... Je finis comme ça, il reprendra dans mes minutes, laissez-moi atterrir. Pas chuter, parce que je n'aime pas chuter. Donc, mon atterrissage, je vous dis que pour qu'il y ait abstention coupable, il faut être fonctionnaire. C'est une condition préalable qu'ils n'ont pas vue. Et ce M. Kadima est un fonctionnaire. Donc, j'en ai fini pour dire que là, nous perdons notre temps et ce sont des sorciers
apprenti approximatif, comme Bayonne le disait, ce n'est pas des injures, mais quelqu'un qui ne connaît pas les droits, qui s'hasarde sur un terrain qu'il ne maîtrise pas, en voulant faire croire qu'il connaît, c'est ce que l'on appelle des apprentis sorciers approximatifs et qui ne perdent le temps. Mais au moins on est là, sentinelle, je crois que j'ai répondu et je reste maintenant en face du confrère pour savoir s'il peut ébranler ce que je viens de dire. À ce moment-là, nous pouvons voler haut et lui démontrer qu'il faut que ces gens-là qui l'assistent, qui sont eux-mêmes juristes, s'ils veulent commencer à parler de droit, qu'ils aillent apprendre les droits à l'école. Mais malheureusement, ils ont déjà dépassé l'âge. Avec l'argent, il se trouve des diplômes. Les droits s'apprend au matin de sa vie, pas au soir. Merci beaucoup. On a compris l'argumentaire de chacun des co-débatteurs. Alors, je vous donne la parole. Essayez de rester dans le temps, s'il vous plaît. Je vous donne maximum 7 minutes. Merci beaucoup. Même 3 minutes, 10. Merci beaucoup, moi, cher Dan, pour la parole. Démocrate. S'il faut me protéger un peu, parce qu'on m'accorde la parole, les confrères de l'autre côté, Maître Oscar continue à parler. Je pensais que Maître Oscar allait nous rencontrer par rapport aux arguments juridiques contenus dans cette plainte. Mais là, ce que j'ai suivi de la bouche des confrères, ce sont plutôt des attaques personnelles contre Sisanga, contre Théodore Ngoï. Au début, il a commencé par répondre à la question de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, là aussi, c'était des attaques personnelles. Mais ici, moi, je vais plutôt... parce qu'on est en train d'analyser la plainte. À la fin, il a parlé de la question du fonctionnaire. Effectivement, je vais y revenir. Nous sommes en train de dépassionner les débats. Nous n'allons pas attaquer, nous n'allons pas faire des attaques personnelles. Si nous avions cité Delis Sesanga, c'était par rapport à la proposition de la loi. D'ailleurs, dans cette plainte, Delis Sesanga n'a pas signé. Ici, je ne viens pas parler au nom de Delis Sesanga. J'avais juste donné un exemple parce qu'il y avait une proposition de loi, de la loi électorale, où on avait prévu des sanctions. Mais au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, ils ont élagué toutes ces sanctions. C'était pour protéger notamment le président de la CENI, c'est ce que nous avions déploré. D'où nous avions cité Delis Sesanga là-dessus. Et en ce qui concerne des décisions collégiales, c'est que les candidats présidents de la République ont déposé. C'est une plainte. C'est une plainte. Si le parquet général estime que, oui, parce que là, je vois c'est aussi une façon d'avouer, c'est un aveu de la bouche, qui sort de la bouche du confrère, qui dit que non, si infraction il y a, ce n'est pas le président de la CENI qui doit y répondre seul, il faut qu'il vienne avec toute son équipe, avec tous les membres de la CENI. Là, je suis content parce que le confrère reconnaît qu'il y a infraction. L'infraction d'abstention coupable, nous l'avions expliqué ici, c'est-à-dire un fonctionnaire, un officier public ou toute autre personne chargée d'un service public. Et là, le confrère dit, Denis Kadima, on ne peut pas les poursuivre du chef d'abstention coupable parce qu'il n'est pas fonctionnaire. Non, ça c'est un raisonnement faux. C'est faux, ce n'est pas vrai ça. Pourquoi? L'article 150, il dit quoi? Article 150G. J'ai l'impression que Maître Oscar n'a pas lu cette disposition de la loi. Le 150G de quelle disposition légale? Du code pénal, livre D. Je lis encore cette disposition-là. On dit, sans préjudice de l'application d'autres dispositions visant des infractions plus sévèrement punies, tout fonctionnaire public, c'est-à-dire ces agents-là qui sont régis par la loi par les statuts des fonctionnaires, et ils sont concernés ici.
Et la loi continue. Officier public. Toute personne chargée d'un service public, c'est ici où il y a des Nicadima. La CENI, c'est un service public. Même s'il n'est pas fonctionnaire comme tous les autres, il n'est pas régi par la loi sur la fonction publique, mais c'est une personne chargée d'un service public. La CENI, là, c'est un service public. Ici, on n'entre pas dans la doctrine des droits administratifs. Le service public, c'est quoi? C'est-à-dire le travail que la CENI fait d'organiser les élections avec l'argent du gouvernement congolais, l'argent de l'État congolais, c'est un service public. Hein? La CENI qui nous délivre des cartes, la CENI qui organise des élections, c'est un service public. Et la loi dit, toute personne chargée d'un service public qui s'abstiendra volontairement de faire dans les délais impartis par la loi, donc cette personne-là qui s'abstient de faire des devoirs que lui oblige la loi, elle tombe sous le coup de cette infraction d'abstention coupable des fonctionnaires. C'est là où nous avons parlé des fonctionnaires. Donc s'il faut même aller très loin avec ces débats ici, parce que dans les cours des droits pénals, il y a ce qu'on appelle l'autonomie, l'autonomie même des droits pénals. Je peux vous donner plusieurs exemples. Toujours, on peut revenir même avec cet exemple-ci. Il y a, par exemple, ce qu'on appelle des agents publics. On parle, par exemple, des concussions. La concussion ne vise que les fonctionnaires. Mais, il se peut que quelqu'un qui a été recruté par la CENI, nous prenons l'exemple des gens là, qui font la saisie, qui délivrent des cartes et tout cela. Ce ne sont pas des personnes qui travaillent de manière permanente au sein de la CENI. Ce sont par exemple des gens qu'on a recrutés juste pour les cas ici des élections. Alors là, au niveau des droits administratifs, on les appelle des agents publics. C'est-à-dire ils sont là pour un emploi temporaire, juste peut-être faire la saisie, délivrer des cartes. Et si ces agents-là commettent, par exemple, demandent de l'argent pour leur service, ils tombent sous le coup de l'infraction de concussion. Pourtant, ils ne sont pas des fonctionnaires régis par la loi sur les statuts publics. Je ne sais pas si vous me comprenez là-dessus. C'est-à-dire, ce sont des agents publics, mais s'ils posent des actes, par exemple, en demandant de l'argent, en faisant la concussion, ils tombent sous le coup de cette infraction-là de concussion. Même s'ils ne sont pas, au départ, des fonctionnaires. De même avec M. Kadima. Donc, Kadima, c'est toute personne chargée d'un service public. D'où on a déposé la plainte. Et en ce qui concerne la collégialité, si au niveau du parquet général près la Cour de cassation, le procureur général près la Cour de cassation, s'il estime que non, M. Kadima, ce que vous avez fait et que vous l'aviez décidé en équipe, je dois vous attendre, vous tous, venez. L'exemple que le président sortant l'avait donné, est-ce que dans un pays sérieux, on doit laisser ça simplement comme ça? Parce que je vois Maître Oscar, c'est quelqu'un toujours qui défend les intérêts du président sortant là, qui va bientôt sortir. Et lui qui avait dénoncé ça, on doit laisser ça parce que on est du côté du pouvoir. Enfin, pour finir, oui. La question de Peter Kazadi. Parlons de ça brièvement et des chances que votre initiative puisse aboutir. En tout cas, l'initiative ici va aboutir. La plainte ici va aboutir. Je vous ai démontré que la CENI n'a pas fait les histoires dans les délais imposés par la loi. Et en ce qui concerne le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur là, parce que lui aussi, il est visé par cette plainte-là. Peter Kazadi. Monsieur Peter Kazadi. Qu'est-ce qui s'est fait?
La loi parle de l'égalité des candidats. Les candidats là doivent être traités au même pied de l'égalité. Au même pied d'égalité. Vous êtes à 8 minutes, donc je vous ajoute 2 pour faire 10 et puis je donnerai la parole à votre collègue. Effectivement, merci beaucoup. Il s'est fait que, en ce qui concerne par exemple des policiers, M. Peter Kazadi tardait toujours à mettre à la disposition des candidats présidents de la République des policiers. Parce que la loi dispose que après la liste définitive, on doit doter à chaque candidat au moins 25 policiers. Du fait que cela traînait, ils ont dit non. Ils étaient en insécurité. C'est comme ça, ils avaient saisi le parquet général. Et après la plainte là, M. Peter Kazadi, il s'est précipité à envoyer des policiers. Et là, c'est ce qu'on appelle les repentirs actifs. Du fait que vous avez déjà consommé l'infraction, et après, vous venez les repentirs actifs. Je donne un exemple. Vous volez par exemple, et lorsqu'on vous arrête, soit on commence à crier sur vous, vous venez remettre l'objet volé. Ça, c'est les repentirs actifs. Et cela ne vous exonère pas de l'infraction. Bien que vous pouvez bénéficier au moins des circonstances atténuantes. Et c'est le même cas avec le vice-premier ministre ici, parce que après avoir déposé la plainte, il a dit « Oh, ça devient sérieux. » Ça devient sérieux. Il va maintenant envoyer des policiers. Vous croyez vraiment même si les policiers là, ils ont simplement été envoyés comme ça, et ils ne sont pas nourris, il n'y a pas de véhicules, tout cela. Il y a simplement 25 policiers qui ont été envoyés. Ils sont tous maintenant à charge des candidats. Et pourtant, la loi dit qu'ils doivent être à charge du trésor, c'est-à-dire de l'État congolais. Mais ce n'est pas le cas dans le cas d'espèce. Merci. Et la chance, votre dernière question là. La chance que votre démarche puisse aboutir. Mais c'est une plainte. Ça relève maintenant du procureur général près la Cour de cassation. Il est saisi, il doit maintenant mener des enquêtes là-dessus, interpeller le président de la CENI, s'il faut les interpeller tous, les auditionner, voir qu'est-ce qui se passe, et c'est comme ça que la plainte va aboutir. Merci beaucoup, Maître Victor, Maître Oscar Moubiaï. Il venait de démontrer que M. Kadima est bel et bien fonctionnaire de l'État. Il a cité, je crois bien, un article pénal. L'article 150.g du Code pénal congolais livre D. M. Kadima est fonctionnaire et en tant que tel, il est donc poursuivable d'abstention. Toute personne chargée, voilà. D'abstention coupable, c'est ça. Oui, voilà, votre réponse par rapport à son argumentaire dans l'ensemble de ce qu'il vient de donner ici. Merci, M. Dan. Je souhaite que vous puissiez regarder sur votre montre mon temps qui m'est imparti. 10 minutes chacun. Ouais. Je suis respectueux du temps qu'on me donne. Je n'en abuse pas. Je ne coupe jamais la parole. Ça fait partie des règles d'échange civilisé. Et donc, je vous réponds non pas par rapport à des bouts de phrases, mais c'est beaucoup plus par rapport au raisonnement des confrères sur les 10 minutes qu'il a occupées. Il a tenté de me faire passer pour quelqu'un qui a des attaques personnelles. Je réponds à cela en disant que je n'ai pas fait d'attaque personnelle. Simplement, c'est lui-même qui a cité M. Sesanga. OK? Maintenant, M. Sesanga s'est cité ici. Il ne s'agit pas là de M. Sesanga comme individu ou de sa vie privée. Il s'agit d'un auteur de certaines lois de notre pays qu'il faut révisiter puisque mal conçu, et d'un auteur de proposition ou projet de loi, du moins de projet de la loi sur la réforme de la loi électorale.
Les confrères disent regretter que l'Assemblée nationale n'ait pas retenu de propositions formulées par l'équipe de G13 dont a été à la tête M. Sanga et qui semblait être les juristes. Et dans l'imaginaire collectif congolais, l'on fait passer M. Sanga et comme étant, je ne doute pas de ses qualités. Je le connais peut-être mieux que les confrères. Il est docteur en droit en France. Il est avocat en France depuis 2019. Moi, je suis avocat en France depuis 2014. Ce qui entraîne qu'il est jeune confrère en Europe. Son aîné scientifique. Non, ce n'est pas être aîné scientifique. Peut-être que vous avez fini avant lui. Non, ce n'est pas ça la question. Quelqu'un peut finir après et proposer. Il n'y a pas un problème d'aînesse. Non, je n'entre pas dans ça. Mais je considère que pour nos gens qui nous viennent d'ailleurs, ok, ces gens-là n'ont pas peut-être travaillé dans leur pays d'accueil, comme en France. C'est comme par exemple, je disais, M. Sang, qui est avocat à Paris depuis 2019, et la loi sur la juridiction administrative est de 2015. J'ai dit qu'au moment où il fait cette loi-là, il n'a pas d'outils nécessaires pour proposer une loi ou la rédiger. Ce qui entraîne que nos lois sont mal rédigées parce qu'on ne peut pas confier à un jeune avocat la rédaction d'une loi. Dire cela n'est pas méchant. Malheureusement, à bon mentir qui vient de loin, notre opinion est trompée dans l'Assemblée. Il dit bilan contre bilan. Dans son bilan, il dit, moi, j'ai eu à pouvoir, faire beaucoup de lois. Le problème n'est pas de faire des lois, il faut faire de bonnes lois. Et donc, la loi qui a été rejetée par l'Assemblée nationale, ce n'est pas parce que c'était une loi qui venait de l'opposition. Il n'y a pas à regretter. Si on aura le temps, j'ai dit, l'Assemblée a rejeté par cette loi-là, les éléments qui sont donnés juridiquement, ça ne tenait pas. Maintenant, vous me faites venir ce sang à lui-même, ou son porte-parole, ou celui qui soutient, ou toute autre personne qui soutient ça. Je démontre que scientifiquement, quand on est... Le problème, ce n'est pas d'avoir des diplômes, mais le problème, c'est d'avoir exercé. Donc, on a le recul nécessaire de la pratique. Donc, quand on fait une loi, on doit avoir une pratique nécessaire. Je ne vois pas un jeune avocat en France qui va dire loi telle. Comme vous dites ici, loi c'est ça, je ne le vois pas. C'est pour ça que j'ai dit ça. Ce n'est pas que j'ai mis en doute ses compétences. Bon, l'autre là, l'ancien défenseur judiciaire. Monsieur Ngoy, c'est un ancien défenseur judiciaire. Et vous l'appelez, je l'ai connu. Il habitait avenue des Écuries. J'étais avocat de Lusanga Nkele, le 13 parlementaire, dont il était locataire. Il fait 10 ans, il ne paie pas les loyers. Bon, et il dit qu'il pouvait habiter pendant 10 ans. Il commence à entraîner le vieux papa dans les cours des tribunaux. Il a failli en faire une crise. Vous vous imaginez, vous construisez votre maison et vous avez un locataire qui fait 10 ans sans payer. Ça, c'est un, par rapport à sa qualité de candidat. Deux, par rapport à sa qualité d'avocat. Confrère ne va pas me contredire, c'est un motif d'indignité. Quand un avocat qui ne paie pas le loyer, du point de vue déontologique, il est indigne d'être avocat. Mais si on peut déjà être indigne d'être avocat, est-ce qu'on peut être digne d'être candidat? Voilà ce que j'étais en train de dire. Bon, maintenant il me dit, j'ai parlé de mensonges, vérité des urnes. Ça, ce sont des choses qu'on prépare déjà pour commencer à dire avec leurs soutiens occidentaux, nécessairement les Belges, comme on l'a vu avec Fayoulou, vérité des urnes. On a vu des Cholet, des smartphones qui ne sont jamais sortis pour dire finalement les scrutins n'étaient pas honnêtes ou alors sincères, ainsi de suite. Vous connaissez les qualités que vous répétez ici, inclusifs, transparents, sans pour autant démontrer quels sont les mécanismes mis en place pour que cela réponde à ces critères-là. Maintenant, je me félicite. On me fait passer pour le soutien de Tshisekedi. Oui, je l'assume. Parce que je vous dis, nous, État de droit en marche, nous avons trouvé que c'est le candidat le mieux adapté. Et comme par hasard, c'est le 20 décembre et il est candidat numéro 20. J'en appelle aux électeurs. Même si le nom vous a échappé, posez-vous la question. Aujourd'hui, nous sommes le 40e, le 20. Vous dites alors candidat numéro 20.
Bon. Alors vous battez campagne. Mais je bats campagne. Nous sommes en campagne. Vous battez campagne. Mais j'appelle à soutenir Tshisekedi. Donc je bats sa campagne comme état de droit en marche. Et tous mes adhérents qui me suivent, j'en appelle à le voter. C'est clair. Alors, Pendant un moment donné de l'histoire, il faut faire le choix. Alors, si vous ne m'appelez pas ici comme un étudiant académique, j'ai dépassé l'âge de ça. Et je vous démontre avec le vécu. Alors, maintenant, je me félicite que le confrère lui-même ait dit que c'est M. Tshisekedi, alors candidat sortant, qui a révélé qu'il y avait de fraude. Alors, vous vous doutez de l'indépendance de la CENI. Alors, voilà que pour la première fois de notre histoire, un président de la République dénonce la CENI. C'est pour dire qu'il y a séparation des pouvoirs. Et ça, on n'a jamais connu un président autant démocrate que lui. À l'époque, vous voyez Kabila aller dénoncer Nanga. La réponse est non. C'est en cela que nous disons que M. Tshisekedi a réussi à mettre fin à déboulonner les systèmes kabilistes qui tentent de revenir sur d'autres visages. Et donc nous disons qu'il est démocrate et nous le félicitons qu'il ait dénoncé cela. Maintenant, eux, ils étaient aussi là, et qui sont opposants, qui s'attaquent à Tshisekedi, qui disent qu'il doit nécessairement partir. Et n'ont pas vu de fraude là parce qu'ils ont vécu de fraude. Et ils n'ont pas dénoncé ça. Ça veut dire qu'ils sont complices pour ne pas dénoncer. Moralement, ils sont indignes de vivre avec des faits infractionnels qui sont punissables selon eux sans les dénoncer. Il faut... Indigne. L'indigne, c'est quand on n'est pas digne. Quand on ne dénonce pas un fait infractionnel, on est indigne. Non, mais ils ont maintenant, je le retire. S'ils pouvaient retirer ça. Je le retire, mais ce n'est pas vous. Mais je me dis tout simplement, quand on ne dénonce pas une infraction, on est indigne de ça. Alors, maintenant, Tshisekedi l'a fait, et nous l'acclamons. Mais eux, ils ont vu ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? S'il faut maintenant qu'on les poursuive, quand ils ont gardé silence coupable, et ils sont candidats, ils ont vu un fait infractionnel, ils ne l'ont pas dénoncé. À supposer que le fait qu'ils dénoncent, je vais vous démontrer dans une minute, ça ne m'est pas... C'est un cours de deuxième graduat, le confrère ne me contredira pas. Il n'y a que ceux qui n'ont pas étudié, qui apprennent peut-être les droits au soir, qui croient que ce sont des notions savantes. Ce sont les enfants qu'on apprend au début des études. Alors, donc mon confrère ne va pas me contredire. Comment vous voulez être un candidat et vous subissez de fraude et vous ne les dénoncez pas? Il faut attendre qu'il vienne. Il faut attendre. Moi, je ne vous ai pas coupé quand vous parlez, confrère. Donc, il a fallu attendre qu'il vienne dénoncer. Mais c'est vous qui l'avez dit. Et c'est lui qui l'a dénoncé. Et aujourd'hui, même dans votre plainte que j'ai lue, vous citez même Tshisekedi vous-même, en disant que le président sortant a dit. Monsieur, ne vous embêtez pas, je suis dans mon temps. Oui, pas 2 minutes, oui. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, vous avez compris pourquoi j'appelle à voter Tshisekedi. Parce que lui, il est démocrate. Quand il voit le fait, il dénonce. Bon, très bien. Maintenant, nous revenons sur ce qu'on appelle les fractions. Là, je les laisserai académiquement développer des choses. Le confrère dit que Kadima serait président parce qu'il y a service public. Je ne sais pas si le confrère comprend ce qu'on appelle service public. Parce que si nous allons sur le terrain des services publics, les services publics, c'est un service d'intérêt général pour définir terre à terre, pour que les gens comprennent. Mais parmi les services publics, il y a ce que l'on appelle les noyaux durs. Les noyaux durs, ça veut dire non délégables. Ça veut dire que c'est un service qui revient à être assumé par l'État, comme l'organisation des élections. Mais l'État peut maintenant déléguer ces services-là, n'est-ce pas? Mais il y a des limites dans la délégation des services publics. Ça voudrait dire que vous ne pouvez pas, par exemple, déléguer la sécurité. OK? Et si nous allons sur ce terrain-là, cette délégation est contestable. Et quand vous prenez notre constitution, on dit que le président de la CENI est issu de la société civile. Maintenant, comme dirait le prof Mampouya, par miracle des noces de Cana, par magie, parce que si nous avons des magiciens, les confrères ici me font comprendre que voilà un monsieur de la société civile est devenu fonctionnaire. Par quelle magie? Parce qu'il assurerait les services publics. Donc ça voudrait dire que quand vous prenez un Magenya qui est au niveau de l'Assemblée nationale en train d'assurer la sécurité, les actes qu'il pose, il devient agent public. Donc ça, c'est un autre débat sur la notion des services publics. Maintenant, quand il dit agent public, j'ai cru comprendre que dans son entendement, agent public, c'est quelqu'un de temporaire. Non, un agent public n'est pas temporaire, il peut signer un contrat à durée indéterminée. Maintenant, il dit qu'il y aurait repentir actif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a déjà commis une infraction
Et on cherche maintenant de revenir là-dessus. Maintenant, j'ai fini par là pour dire ceci, pour lui poser une question simple et claire. Quand vous dites, M. Kadima, première notion qu'on apprend à quelqu'un qui rédige une plainte ou une action en justice, c'est de veiller à ce que l'on sache en quelle qualité on poursuit quelqu'un. Quand vous dites M. Kadima, vous le poursuivez en son nom individuel. Or, la décision ici, ce n'est pas une décision de M. Kadima comme individu. C'est la décision de la CENI déjà. Donc, il faut dire, M. Kadima, Monsieur le président de la CENI, ce n'est pas une décision de Kadima. Donc, il faut désincarner les institutions. Quand Tshisekedi prend une décision, il le prend comme président de la République et non pas comme Tshisekedi. Donc, voilà déjà l'irrécevabilité de leur requête. Merci. Maintenant, enfin, deuxième irrécevabilité. Pour finir. Pour finir, j'ai fini, je ne réponds plus. Deuxième irrécevabilité. Ici, ils attaquent une décision collégiale en attaquant un individu, alors qu'il sait très bien que la responsabilité pénale est individuelle. Et enfin, troisième erreur de leur requête, qui ne peut pas en droit prospérer. Ils viennent pour parler des infractions en fonction de la loi électorale, qui est une loi spéciale, laquelle loi n'a pas prévu des sanctions. On dit les spéciales chassent les générales. Vous ne pouvez pas poursuivre sur une loi spéciale et aller chercher maintenant, vous lui avez posé une très bonne question. Quelle loi? Il a dit code pénal. Mais code pénal, c'est du droit commun. Les infractions électorales sont prévues. Et à aucun moment, on a dit que si Kadima n'a pas affiché dans un délai, ces délais-là, on n'appelle pas, ce n'est pas un délai impératif. Et donc, il n'y a pas de sanctions qui sont prévues contre ces délais-là. Voilà, s'il fallait maintenant parler de ça, je n'en parlais pas, parce que, c'était académique et ce n'est pas politique. Et je voulais qu'il soit politique. Mais il vient comme ça, je suis mandataire. Mais si vous êtes mandataire, vous assumez celui qui vous a mandaté. Merci beaucoup. Voilà, je crois avoir fini. Oscar Moubiaï, je vais peut-être vous finir avec vous. Je donne ensuite juste 2 minutes 30. 2 minutes 30, il nous reste 2 minutes 30 chacun. On va clore. Oui. Bon, en fait, merci beaucoup pour la parole. Qu'est-ce qu'on doit retenir de votre initiative? Oui. Avant de revenir par rapport à cette initiative, je vais relever ici, parce que je vois les confrères, ils disent chaque fois projet de loi. Cette initiative-là venait des députés, et nous sommes, c'est un débat entre juristes. Vous voulez me ramener la proposition, projet de loi, ça c'est des questions élémentaires. Ça vient des députés, on parle de propositions de loi, pas projet de loi. Donc il peut peut-être rectifier ça. En ce qui concerne, parce qu'il dit qu'il y avait silence des candidats présidents de la République, donc avant cela, ils avaient fait une déclaration. Même avant la rencontre là avec le président de la CENI, ils avaient fait une déclaration en dénonçant tout cela, toutes ces failles ici. Ils ont fait la déclaration. Ils ont même déposé cette déclaration au niveau de la CENI. Et malheureusement, la CENI ne veut toujours pas corriger ces failles. C'est comme ça, ils ont dit non, qu'ils saisissent le parquet général près la Cour de cassation. Et peut-être pour la requête, nous allons revenir prochainement. Il y a également une requête à la Cour constitutionnelle. Une requête déposée à la Cour constitutionnelle parce que la Cour constitutionnelle, surtout dans son arrêt R-Cons 0338 et R-Cons 0089, la Cour constitutionnelle disait qu'elle est juge de la régularité du processus électoral. C'est à partir de ces deux arrêts ici, parce que le premier arrêt, c'était après la loi de programmation. La loi de programmation de l'installation des provinces. Et la CENI se disait qu'il y avait difficulté de procéder à l'élection des gouverneurs. C'est comme ça, la CENI avait saisi la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle, en répondant à la CENI, elle a effectivement dit qu'elle est juge de la régularité du processus électoral. C'est comme ça, elle avait ordonné à la CENI et même au gouvernement de recourir à ce qu'on appelle, à ce qu'on a appelé à l'époque les commissaires spéciaux, parce que on ne pouvait quand même pas continuer avec ces vides. Et dans l'arrêt R-Cons 0089, la CENI avait de nouveau saisi la Cour constitutionnelle pour dire voilà, il y a difficulté d'organiser les élections dans les délais. C'était en 2015. Dans les délais prévus par la loi, c'est-à-dire en 2016,
D'où nous venons vous saisir parce que nous connaissons vraiment des failles au niveau technique. C'est comme ça, la Cour constitutionnelle avait ordonné à ce qu'on puisse avoir les réponses jusqu'à ce qu'on a organisé ces élections en 2018. D'où nous allons y revenir. La Cour constitutionnelle est bel et bien compétente d'examiner la régularité de ces élections. C'est ce que nous avions demandé. Et nous, au niveau des candidats présidents de la République, ils n'ont pas demandé les reports. Ils ont simplement demandé à la CENI de corriger ces failles parce qu'on ne peut pas aller aux élections avec 80% des Congolais qui ne peuvent pas participer au vote. Là, c'est déjà une atteinte aux droits des électeurs. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Victor Ebenya, coordonnateur de Droit Plus ASBL et puis avocat au barreau de Kinshasa Matete. Il est membre du collectif. Maître Mbach, je termine avec vous. Qu'est-ce que l'opinion, il a dit pour sa part, ce que l'opinion doit retenir, en ce qui vous concerne, qu'est-ce que l'opinion doit retenir de la démarche de ces collectifs des avocats? L'opinion doit retenir, ne jamais prêter oreille aux agitateurs qui commencent à s'agiter. Ne jamais au 20 les voter. Quand vous irez le 20 voter les candidats de la nation contre les candidats des étrangers et les candidats qui veulent perpétuer le kabylisme parce que tous anciens kabylistes et qui reviennent avec un autre visage. 2. Notre opinion doit retenir que, étant conscients qu'ils ne peuvent pas être votés, ils veulent maintenant, par des moyens obscurs, obtenir la prolongation ou le glissement parce qu'ils étaient habitués avec le kabylisme à faire le glissement pour s'éterniser dans des pouvoirs dits de transition. Tshisekedi n'en veut pas. Maintenant, si on peut maintenant prendre acte que l'opposition a peur des élections, c'est M. Tshisekedi, la Cour et les institutions en tireront les conséquences. Et enfin, notre opinion doit retenir que certaines personnes qui ont l'argent, qui passent à la télévision et qui racontent des choses, ils racontent leurs propres bêtises. C'est pour ça qu'ils n'acceptent pas les débats que j'appelle à tout moment. Ils parlent eux-mêmes comme les perroquets. Sans débat. En démocratie, on discute, on débat comme on l'a fait avec le confrère. Pourquoi je l'apprécie. Et enfin, confrère, l'opinion doit retenir que vos gens qui ont saisi la Cour constitutionnelle ou les parquets n'ont pas qualité. Si la Cour constitutionnelle reste juge de régularité, c'est pour ça qu'il faut être juriste. Quand vous n'êtes pas juriste, vous n'avez rien compris. Si la Cour reste juge de régularité, c'est parce qu'elle a été saisie par la CENI. Sachez que la Cour constitutionnelle a un rôle consultatif. Et la CENI, c'est l'institution chargée de l'organisation des élections. À ce titre, pour une interprétation d'une question liée à l'organisation, peut saisir la Cour constitutionnelle. Mais maintenant, eux, les candidats charlatans, candidats présidents, ils saisissent la Cour en quelle qualité? Vous comprenez que leur requête en droit maintenant, pour conclure le discours, si j'étais juge, je déclare ça irrecevable. Et si c'est recevable par impossible, non fondé, et voire on les chasse tous dehors du terrain. Merci beaucoup à l'équipe technique qui m'a accompagné. Merci à vous tous qui nous avez suivis de par le monde, parce que je reçois des appels de beaucoup de partout dans le monde. Merci beaucoup. Vous qui nous suivez, votre soutien, en tout cas, nous aide à persévérer. Merci à l'équipe technique, Madame Jemima Panzou, qui a été vraiment au four et au moulin. Merci beaucoup à Chrislin Mbouka également, qui a été ici avec nous pour la préparation de cette émission. Pour qu'elle réussisse, c'est toute cette équipe qui réussit. Prochainement, nous vous présenterons ces gens-là, ces héros dans l'ombre. Vous les découvrirez et c'est grâce à eux que nous arrivons chez vous. Portez-vous bien et à demain.